Voilà, on ouvre une page politique avec notre invité. J'accueille Emmanuel Morel. Bonsoir. Bonsoir. Député européen depuis 2014, cofondateur de la gauche républicaine et socialiste. Merci d'être avec nous. On va d'abord commenter ensemble ce nouveau déplacement de Gabriel Attal, qui était donc à Caen cet après-midi sur un marché. Il a échangé, parfois de manière un petit peu tendue. On va découvrir ces images avec des habitants. Gabriel Attal, qui en est à son 5e déplacement en 5 jours depuis sa nomination à Matignon. Vous avez d'ailleurs ironisé à propos de ce nouveau gouvernement. Vous avez dit Emmanuel Macron fait joujou au remaniement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne sert à rien ce remaniement selon vous? Ah oui, ça j'en suis sûr, mais surtout, je remarque quand même que dans cette atmosphère de fin de règne, à défaut d'avoir du pouvoir sur les choses, Macron, ce qu'il aime, c'est avoir du pouvoir sur les gens. Et donc, il nous amuse avec un remaniement qui, en réalité, ne va rien changer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, vous dites, Gabriel Attal multiplie les déplacements. C'est vrai, il bouge. Mais bouger, c'est pas agir. Et en réalité, aller au contact des Français, ça peut être utile. Mais il avait pas prendre le pouls de la société. Il fallait pas attendre d'être Premier ministre pour aller au contact des Français. Et surtout, vous avez vu aujourd'hui, le réel lui revient à la figure. C'est-à-dire que les gens, ils se satisfont pas uniquement de voir le Premier ministre qui bouge. Ils veulent des réponses sur les services publics, des réponses sur l'inflation, des réponses sur l'assurance chômage, des réponses sur l'hôpital, des réponses sur l'éducation. Et à chaque fois, on a des grandes phrases, on a un plan de com qui n'en finit pas de finir. Mais la réalité, c'est que bouger, alors 32 milliards d'euros hier annoncés pour l'hôpital public. Mais en fait, attendez, ça. Vous dites quoi? C'est de la com? Mais ça, c'est une arnaque totale parce que c'est prévu depuis 5 ans. C'est un plan pluriannuel de financement de l'hôpital public. Il y a rien de nouveau. Si vous voulez, c'est là où Monsieur Attal est peut-être plus doué que Madame Borne, c'est qu'il habille avec de jolies phrases une réalité politique qui n'est pas jolie du tout. Et donc, de ce point de vue-là, sur l'hôpital public, on attend des actes. Pour l'instant, il y a rien. C'est vrai aussi pour l'éducation. Alors, je reviens pas sur. On pourrait revenir d'ailleurs sur le fiasco total. On va y de la revenir. Première sortie. Poursuivez votre raisonnement. On va y revenir. Mon raisonnement, c'est que ça donne l'impression de bouger, mais que ça n'agit pas, et que ce remaniement, c'est beaucoup de bruit pour rien. Alors, ça occupe les gens qui sont intéressés, c'est-à-dire vous et nous, mais je pense que les Français, ils sont pas dupes de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que c'est la même politique avec les mêmes. Alors, vous avez eu la dent très dure avec Amélie Oudéa-Castéra. Vous l'appelez tout simplement à démissionner. On rappelle l'histoire. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale a déclenché une polémique vendredi quand elle a déclaré avoir transféré ses enfants du public au privé à cause, dit-elle, de l'absentéisme des enseignants dans le public. Elle a depuis exprimé des regrets. Alors, vous y allez fort, vous dites c'est un bras d'honneur à tous les parents qui jouent le jeu de l'école publique. Expliquez-nous. C'est vrai. Alors, d'abord, je pense qu'elle a menti. Madame, la ministre de l'Éducation nationale, elle habite au cœur de Paris, dans le 6e, et elle nous explique, les larmes aux yeux, que l'école publique va pas bien dans ce quartier ultra privilégié. C'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. Encore une fois, quand on voit les moyens qui sont mis à Paris, comparé à la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val d'Oise, c'est considérable. Donc déjà, je pense qu'elle a menti. Bon, elle a eu le mérite d'assumer, en tout cas, devant les journalistes. Non, mais elle assume quoi? En réalité, elle est dans le dénigrement. Enfin, rendez-vous compte quand même. C'est sa première sortie en tant que ministre. Elle est là pour s'adresser aux enseignants dont elle a la charge. Elle est là pour s'adresser aux parents d'élèves qui sont souvent inquiets. Ils sont encore plus inquiets depuis toutes les réformes, Parcoursup et tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans le dénigrement. Je m'excuse, mais ça, c'est quand même un problème. Alors, elle a fait. Je vais vous dire, moi, en tant que parent d'élèves, d'enfants qui sont dans le public, et en tant que fils d'enseignant, je me suis senti insulté. Voilà. Et je pense qu'on aurait au moins pu avoir de sa part de la considération et du respect. Il n'y a ni un autre. Et puis, mais elle a aussi exprimé un constat qui est fait par de nombreux parents. Non, mais encore une fois. Le constat qu'il y a de l'absentéisme dans le public, des parents qui mettent leurs enfants dans le privé, il n'y a pas qu'Amélie Oudéa-Castéra. Ça, c'est sûr, mais qui est au pouvoir depuis 7 ans? Qui s'occupe des classes surchargées ou des profs absents? Qui fait en sorte que le salaire des profs ne soit pas à 1 800 € en début de carrière, mais bien plus par rapport aux autres pays européens? Je suis député européen. Quand on dit à nos collègues allemands, italiens, espagnols combien gagnent nos profs, ils nous regardent avec des grands yeux. À Bac+5, vous commencez à 1 800 € par mois, c'est sûr que c'est pas attractif. Mais qui est aux responsabilités depuis 7 ans? Ce sont les macronistes. Donc c'est leur bilan. Elle est en train de dénigrer son propre bilan. Puis je voulais dire le troisième point qui à mon avis, moi, je suis pour être indulgent, mais c'est la troisième raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'elle parte. On peut pas être ministre à la fois de l'éduc, des sports, des Jeux Olympiques. Enfin, c'est quand même 2024, c'est les JO. Qu'elle reste sur son champ de compétences. Vous rejoignez les syndicats d'enseignants qui disent, pour certains, elle sera une ministre à mi-temps, le périmètre est trop large, c'est ça l'idée? C'est évident.
Enfin, c'est évident, l'éducation nationale, c'est un job à plein temps, c'est énorme, c'est énormément de fonctionnaires et c'est énormément d'attentes et d'inquiétudes auxquelles il faut répondre. Là, manifestement, c'est pas la personne idéale pour ce poste. Alors, on va évoquer les élections européennes dans quelques instants, mais d'abord, un mot sur votre parcours. Vous avez milité longtemps au Parti socialiste. Très longtemps. Vous l'avez quitté à la fin du quinquennat de François Hollande pour fonder la gauche républicaine et socialiste. Vous pensez encore que l'étiquette socialiste, elle a un avenir politique en France ? Le socialisme démocratique, c'est-à-dire la répartition des richesses, l'approfondissement de la démocratie dans tous les domaines de la vie, ça, c'est un idéal magnifique. Et j'y souscris complètement. Avec le mot socialiste ? Le problème, c'est que ce qui a fait que j'ai quitté le Parti socialiste, si vous voulez, c'est que, quand même, le gouvernement de François Hollande avait tourné le dos à peu près tout ce que je croyais. Et rappelez-vous, c'est comme un quinquennat qui finit sur la loi travail, sur la déchéance de nationalité. Ça fait mal, quand on est de gauche. Bon, mais ça m'empêche pas de me reconnaître dans cet idéal incroyable qui avait été porté par Jaurès, par Blum et d'autres, qu'est le socialisme. Donc oui, je continue à être socialiste. Il a un écho aujourd'hui en France, cet idéal de Jaurès ? Bien sûr. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que on a encore plus besoin de république sociale, l'idéal de Jaurès, aujourd'hui qu'hier. Quand je vous parlais des services publics, je vous parlais de l'éducation nationale, on pourrait parler de la laïcité, on pourrait parler de la paix, qui reste quand même un combat de tous les jours. Vous en parliez juste avant. Tout ça, cette soif de justice sociale, ça mérite de se battre. Et quand vous êtes au contact des Français, vous le sentez, cet appétit, cette appétence encore pour cette gauche sociale ? Non, je sens une appétence des Français pour la justice et pour l'égalité. Et ils se sentent maltraités dans ces deux domaines. Je sens une appétence des Français pour le refus de tous les différentialismes et pour le retour à l'universel, à la laïcité. Oui, ça, je le sens. Je sens que les Français, ils veulent que ça bouge sur les services publics. Je sens que les Français, ils sont révoltés par la progression des inégalités et ils veulent qu'il y ait plus de justice. Ça, je le sens. Après, évidemment, spontanément, surtout vu le bilan de la gauche gouvernementale, ils vont pas dire « Ah formidable, je me reconnais dans la gauche ». Mais c'est à nous, à la fois de nous remettre en question puis de les convaincre. Et je pense que cette campagne des élections européennes, parmi d'autres, elle participe de ce moment fort où on peut convaincre les gens. Alors, on va évoquer justement... On va évoquer, si, parce que justement, vous me tendez la perche pour les élections européennes. Vous allez faire route commune avec le communiste Fabien Roussel pour ces européennes. Quand vous parlez de lui, de votre relation avec lui, vous parlez de compagnonnage. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Roussel ? Moi, ce qui m'a séduit chez Fabien Roussel, c'est que il y avait un double mouvement. D'abord, il disait, moi, je veux être le porte-parole du quotidien des Français, qu'on parle de leur feuille de paye, qu'on parle de la facture d'électricité, que l'on parle de ce qui se passe dans les EHPAD. Donc c'est vraiment l'idée d'une gauche de tous les jours de la vie. Et en même temps, et c'est ça qui était important pour moi aussi, il ne tourne pas le dos aux fondamentaux universalistes et laïques de la gauche française. Et ça, c'était très important dans un moment quand même où la société française, elle se déchire, elle est traversée par des contradictions. Justement, c'est très important de continuer à porter une revendication du commun. Donc ça c'était intéressant. Et puis surtout, sur l'Europe, on a des points de vue communs. On se dit, il faut défendre les intérêts des Français à Bruxelles, c'est pas toujours le cas. Il y a une nécessité de recouvrer notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté énergétique, notre souveraineté économique. Mais alors justement, comment concilier ce désir de souveraineté avec les règles de Bruxelles ? Alors d'abord, la France ne fait pas ce qu'elle pourrait faire. C'est qu'il y a un moment où, contrairement aux Allemands ou aux Italiens, la France a tellement peur et à intégrer la contrainte qu'elle s'auto-censure. Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre pour s'échapper des règles de Bruxelles ? Bien sûr, évidemment. D'abord, je pense qu'on pourrait avoir plus d'aides d'État pour aider nos industries dans la compétition mondiale, parce que les États-Unis, le Brésil, la Chine, eux, ils savent protéger leurs industries. Nous, on le fait pas. On le fait pas aussi puisque Macron est un libéral, c'est la première chose. Ensuite, il faudrait des élus qui pèsent plus dans le rapport de force par rapport au reste des dirigeants européens. Regardez, je vais prendre un exemple tout bête. On nous dit, à la suite du Covid, l'Europe est très dépendante, l'Europe est vulnérable. Vous vous rendez compte qu'on n'est même plus capable de fabriquer du Doliprane. Donc on dit, il va falloir relocaliser une partie de la production. Moi, je suis d'accord. Mais en même temps, l'immense majorité des députés européens et des dirigeants, ils font quoi ? Ils votent pour un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, où qu'est-ce qu'on va faire ? On va importer du lait, des brebis, des chèvres, des moutons. Comme si on n'avait pas cette production ovine en France. Mais ça, on marche sur la tête. C'est un pays qui a 15 000 kilomètres d'ici. Ça va augmenter encore les gaz à effet de serre et ça va affaiblir les agriculteurs français. Donc moi, ce qui m'énerve, si vous voulez, c'est la distorsion entre les discours et les actes. C'est le double langage, c'est l'hypocrisie. Dans cette campagne, on va démasquer les hypocrites. Alors, vous faites fort également de défendre les classes populaires, ces classes populaires qui
votent massivement pour l'extrême droite, en tout cas dans les dernières élections. Comment vous faites pour les faire revenir dans le giron de la gauche? Ça, c'est quand même la partie la plus difficile. D'abord, il n'y a pas que ceux qui votent FN, il y a aussi ceux qui s'abstiennent. C'est de plus en plus important. Moi, je pense qu'il faut leur tenir un langage à la fois de sincérité, de simplicité, et être capable de montrer les vrais problèmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va parler de l'électricité. Chacun reçoit sa facture d'électricité, il voit que ça augmente, il comprend pas pourquoi. Alors, il y a la question du bouclier tarifaire, le gouvernement est coupable puisqu'il veut le lever, mais il y a une autre question, c'est le marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, on a un système complètement fou où, au nom de la concurrence, on a indexé le prix de l'électricité sur quoi? Sur celui du gaz. C'est-à-dire, ça, c'était une demande des Allemands. Évidemment, ça explose aujourd'hui. Il faut qu'on soit en capacité de dire aux gens, il y a une autre solution, sortir du marché de l'électricité, profiter du mix énergétique français qui est très performant, il y a des énergies renouvelables, il y a du nucléaire, faut investir là-dedans, et comme ça, votre facture, elle va baisser. Et sur tous les sujets du quotidien et du concret, il faut montrer qu'il y a un lien entre ce qui se décide à Bruxelles, ce qui se joue à Bruxelles, et la vie de tous les jours des Français. Alors, vous vous battez également contre l'explosion des dividendes. En 2023, le CAC 40 a distribué 97 milliards aux actionnaires, un record indécent, dites-vous. Pourtant, c'est tout à fait légal. Ah non, mais c'est pas le problème de la légalité. Vous savez, il y a des choses qui sont totalement immorales, mais qui sont légales. Et l'optimisation fiscale, c'est légal, mais c'est pas moral. Mais surtout, moi, ce qui suscite la colère des gens qui vont s'abstenir ou voter le FN, c'est aussi ça. C'est-à-dire que eux, ils voient leur feuille de paye qui bouge quasiment pas, parce qu'en plus, le gouvernement ne veut pas indexer les salaires sur l'inflation. Ils voient les factures qui augmentent, toutes les factures, ça va de la cantine à l'électricité, en passant par tout le reste, quoi. Je vous parle même pas des courses. Il suffit de faire l'excès courses dans un supermarché en France pour voir que les prix sont en train d'exploser. Et de l'autre, vous avez des gens qui ne font rien, parce qu'en fait, c'est des gens qui s'enrichissent en dormant, qui ne travaillent pas. C'est juste, ils misent sur telle ou telle valeur et ça fait 100 milliards de dividendes. Vous trouvez ça juste? Moi, je trouve pas ça juste. Donc, à un moment, c'est indécent. Et donc, il faut mettre en place des mesures législatives pour faire en sorte que ce soit pas le cas. Merci beaucoup, Emmanuel Morel, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir dans le 19-20 Week-end de France Info.